enregistrement en local. Eh bien, bienvenue dans ce cours. Je pense que vous me connaissez tous puisque vous m'avez déjà eu en informatique, donc sur la programmation Excel. Et puis j'ai eu la chance d'avoir les gens parmi vous qui ont fait l'homogénéisation en mécanique des solides. Donc j'espère que ces gens-là sont venus avec leur TD d'homogénéisation, puisque normalement, ils sont déjà totalement au point et vont pouvoir m'aider en fait dans le cours. Donc je compte sur eux pour avoir beaucoup d'aide, de façon à pouvoir vous expliquer à tous ce qu'on a vu en homogénéisation. Alors, on va commencer par un test préliminaire. Avant quand même, je voudrais pas rentrer de but en blanc comme ça dans le dur. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire une toute petite présentation en fait de là où je veux aller dans le cours, ce que vous allez voir en fait dans cette matière. Et pour ça, je vais donc alors j'ai décidé de ne pas vous projeter mes diapos. D'habitude, je vous projette des diapos parce que je vous les donne même. Là, comme j'ai la chance d'être sur iPad, comme si j'étais vraiment complètement au tableau, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout écrire sur mon iPad. Alors, ça a l'avantage d'être très lent, donc du coup, vous allez avoir le temps de noter vous également. Vous aurez des supports de cours, donc on m'a fait une demande pour avoir des supports papier, donc je vous ai fait tirer le polycopier qu'on utilise en 3GM en support papier, donc on l'aura dans la semaine normalement, si tout va bien, puis on verra comment vous pourrez les récupérer. Et sinon, je vais vous demander en fait de noter, en fait, de prendre des notes pendant le cours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, de façon à ce que vous n'ayez pas trop de travail à faire de révision. Votre révision consistera simplement à relire vos notes et à les synthétiser pour faire une fiche de synthèse du cours. Et cette fiche de synthèse, en fait, je la regarderai avant les examens de façon à voir si vous avez bien préparé votre cours et qu'on ne va pas avoir de catastrophe au niveau des examens. Alors, il y a quelqu'un qui vient de se déconnecter, qui a peut-être un problème technique. N'hésitez pas à m'interrompre beaucoup, parce que sinon le cours va être extrêmement morne. Donc, globalement, on a fait un petit sondage parmi les étudiants. Ce qu'ils reprochent à ce type de cours en distance, et ils ont tout à fait raison, hein, c'est qu'il n'y a pas très peu d'interaction en fait par rapport à un cours en présentiel. Mais en réalité, l'interaction, c'est vous qui devez la faire en présentiel. Et comment vous la faites? Vous la faites en n'hésitant pas à m'interrompre. Vous dites qui vous êtes, vous posez votre question, ou alors vous dites: «Bah non, là vraiment je ne comprends pas du tout», ça veut dire qu'il faut que je recommence et je recommencerai. Voilà. Donc ça, c'est très, très important. Il n'y a aucune question bête, hein, parce qu'en général, s'il y a un truc qui vous titille, ça veut dire que ça titille peut-être aussi la tête des autres, mais qu'ils n'arrivent pas suffisamment à formuler pour pouvoir exprimer en fait ce qu'ils ne comprennent pas, voire la question. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter du tout. Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là? Non, c'est bon. Non, tout est clair. Non, ça Tout va. est clair? OK. N'hésitez pas encore une fois, hein, c'est très, très important. OK. Donc je vais quand même reprendre, les grandes en-têtes, on va dire, de la présentation PowerPoint. La présentation PowerPoint, je vais vous la donner aussi, hein, n'ayez aucune crainte, vous aurez beaucoup de documents, vous en aurez peut-être même trop. Mais j'insiste sur le fait que si vous voulez ne pas trop travailler dans ce cours, ce qui est le but, hein, eh bien, notez vraiment tout ce que je raconte et tout ce que je vais écrire sur l'iPad. C'est vraiment essentiel pour vous. Est-ce que ça vous convient, cette façon de travailler? Oui, Très bien. Oui, N'hésitez pas, si vous voyez des points d'amélioration possibles dès maintenant, vous me le dites, hein. N'hésitez pas. Mais j'ai juste une petite question. Il n'y aura pas que du cours, il y aura forcément des exercices, des Oui, bien TD. sûr, oui, oui. En fait, c'est des cours TD en GMPPA. Ouais, ouais. Ok, Par contre, il se trouve que la matière est quand même un peu indigeste, hein, donc il va falloir quand même une bonne partie de cours avant que vous puissiez commencer à faire des exercices. d'accord, ok, ça marche. Néanmoins, j'ai quand même réussi à caser des tout petits exercices systématiquement, même au début, quand c'est pas facile de faire des exercices. Voilà. Alors, je vais vous demander aussi beaucoup d'interagir avec le petit bouton réaction. Donc, oui, non, vous voyez où est ce petit bouton d'interaction? C'est bon, vous le voyez tous? Il est en bas, dans votre barre Zoom. Donc là, par Il y a exemple, Martin qui s'est déconnecté, il dit qu'il n'arrive pas à lancer le Zoom. là, je vais Ça doit être malheureusement un problème de compte encore, non? ouais, là, je vais pas pouvoir l'aider comme ça à distance. Il faut qu'il y ait
un ou une d'entre vous qui lui fasse une petite assistance, parce qu'effectivement, c'est sans doute un problème de compte, hein. Bah, je vais réessayer de l'appeler de nouveau. D'accord. Il y a quelqu'un qui vient de rentrer là. C'est pas lui? Je sais pas. Je vois pas trop. Là, on est de nouveau 19. Non, c'est moi, j'avais un problème de connexion, excusez-moi. Ok, ça marche, merci. C'est bon, donc vous avez tous vu de cette petite barre, donc vous mettez tous une petite coche oui pour me dire que vous avez vu la barre. Voilà, et comme ça s'affiche automatiquement. Et je sais que vous maîtrisez la petite barre. Anatole, c'est pas un pouce vers le haut, ni Antoine, c'est un oui. C'est histoire que vous, voilà, maîtrisez bien. Bonjour monsieur, excusez-moi de mon retard. Ça va, Martin? Tu as réussi à te connecter? Ouais, à l'instant là, c'est bon. Ok, ça marche. Bon, vous me mettez tous une petite coche verte, s'il vous plaît. Ça me permet de savoir si vous savez où est le bouton réaction. On a le bouton réaction, mais on n'a pas le petit coche vert. C'est avec les participants, Anatole. Ah. Juste en bas. Ouais, il faut que tu ouvres aussi les participants. En fait, ça dépend de ta version de Zoom. Ça veut dire que tu n'as pas la dernière version de Zoom. Dans la dernière version de Zoom, en fait, les petites coches sont dans le bouton qui s'appelle réaction. Alors, on attend que tout le monde ait ce petite coche verte, ça c'est important. Donc, il y a Anatole qui a des soucis, Benjamin, Marie, Martin qui s'est trompé d'icône, Oumaima et Yasmine. Yasmine vient de trouver la petite coche verte. Monsieur, j'ai déjà coché, j'ai mis oui. Alors, ouais, et alors? Vous m'avez dit que j'ai un problème alors que je l'ai déjà fait. En fait, ça doit dépendre de la version de Zoom. Il se trouve que l'avant-dernière version de Zoom, Ouais. vous avez fait un truc vraiment pas bien, c'est que ça se décoche automatiquement au bout de 15 secondes. Ah d'accord, ok. Et ça a tellement exaspéré tout le monde que dans la dernière version, ils ont remis le fonctionnement normal. Voilà, donc faut pas vous étonner, c'est peut-être possible, hein. D'accord, ok, merci. Il n'y a pas de problème. Ok, allez, on y va. Donc, dans la première partie, on va tout simplement essayer de comprendre ce que c'est qu'un solide déformable. Donc, ce n'est pas très ambitieux, hein. Alors, vous avez déjà vu, en réalité, des corps non déformables. Alors, où est-ce que vous avez vu ça? Mécanique, pour l'instant, tous les travaux qu'on a Oui. fait, on a fait sur des pièces indéformables. C'est ce qu'on appelle la mécanique du point ou la mécanique générale. Vous avez fait ça au premier semestre, normalement, hein? C'est ça? Oui. Ok. S'il n'y a pas trop de bruit ambiant derrière vous, vous pouvez, si vous voulez, ouvrir vos micros, hein, ça ne me dérange pas, hein. Parce que comme ça vous permet de parler beaucoup plus librement encore, hein. On va tester. Donc, en mécanique générale, effectivement, vous avez vu des corps non déformables. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un corps non déformable? Globalement, vous avez un objet, ça c'est votre corps déformable, et vous pouvez en général ramener tous les torseurs d'effort, et même les torseurs cinématiques, vous pouvez les ramener en un point G, qui est le centre de gravité, le centre de masse, en fait, de ce corps-là. Donc ça, c'est un corps non déformable. Alors, en fait, ça n'existe pas des corps non déformables. En fait, des corps non déformables, c'est une hypothèse. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Hypothèse, en fait, de grande rigidité. Donc, en fait, on considère que ces matériaux-là sont infiniment rigides. Voilà, donc ces matériaux, ils sont constitués d'un matériau qui sont infiniment rigides. Conclusion, chaque fois que vous faites un calcul en mécanique générale, ce que vous avez fait au premier semestre, c'est bien sûr des calculs qui sont très intéressants, puisque ça permet de faire des bilans d'efforts, mais néanmoins, c'est très très loin de la réalité. Alors, on peut quand même, dans certains cas, faire ce type d'hypothèse, hein, bien sûr, mais en mécanique des solides déformables, effectivement, là, on ne va plus pouvoir faire ça, puisqu'on va regarder ce qui se passe à l'intérieur du solide, alors que là, vous n'aviez ici, en fait, aucun accès à l'intérieur du solide. Vous ne savez pas ce qui se passe réellement à l'intérieur, comment est faite la cohésion de la matière, par exemple. Tout ça, vous ne le voyez pas. Et puis surtout, vous ne voyez absolument pas comment ce corps-là peut se déformer effectivement en mécanique générale. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce que vous avez quand même vu, je pense, hein, des solides qui ressemblaient à ça. C'est quoi ce truc-là? Un ressort. Solide Nokia. Un ressort. C'est un ressort, tout à fait.
C'est un ressort, et effectivement, ça, c'est les prémices en fait du corps déformable qu'on peut commencer à anticiper avec la mécanique générale, effectivement. Donc, dans ce cours, on va faire une représentation de ces corps déformables. On va s'en donner un, une fois pour toutes, hein, et puis on va le nommer. Alors, ce corps déformable, eh bien, c'est une patate. Voilà. Donc ça, c'est ma patate. Donc cette patate-là, c'est un solide tridimensionnel, hein, contrairement à ce que vous voyez là. Donc, j'arrive pas à dessiner en 3D vraiment comme il faut, mais c'est un solide tridimensionnel. Donc cette patate, en fait, alors on va pas vraiment l'appeler patate en réalité, hein, parce que ça fait pas très classe. En fait, on va l'appeler oméga. Ça fait tout de suite plus scientifique là. Donc cette patate oméga, eh bien, c'est elle qui va nous servir de support systématiquement. Alors tant qu'à faire, oméga, si vous comprenez bien, ça représente le volume en fait de la patate. Hein. Alors, comme une patate, effectivement, c'est un volume, mais il y a autre chose qui délimite en fait cette patate, c'est la surface de cette patate, celle que vous épluchez en général. Et elle, on lui donne un petit nom, ça c'est la surface de la patate. Et son petit nom, on va l'appeler D rond oméga. Alors le D rond, c'est pour dire qu'on est à la surface du volume oméga. S'il y avait un R ici, ça serait encore mieux. Voilà. Comme en mécanique générale, on va avoir besoin d'un repère galiléen. Donc, on va adjoindre à tout ça un repère galiléen qui est donc fixe, il ne bouge pas, hein, et on va avoir trois vecteurs, E1, E2, E3, qui sont les trois vecteurs de notre repère galiléen, et une origine qui s'appelle O. Du coup, ça va être très pratique parce que, par exemple, ici, on a le centre de gravité de notre patate. Hein, ce n'est pas parce que notre solide est déformable qu'il n'y a pas de centre de gravité. Et du coup, on va pouvoir, entre autres, repérer, grâce, je ne vais pas dans le bon sens là, grâce à ce repère galiléen, on va pouvoir repérer la position de notre point G qui est là. Cette position, en général, en mécanique des milieux continus, mécanique des solides déformables, on va la noter avec un vecteur X. Alors, est-ce que vous avez l'habitude de noter des vecteurs avec des barres comme ça, puisque vous avez déjà eu le cours de maths au premier semestre avec M. Hébrard, donc vous savez ce que c'est qu'un tenseur d'ordre 1, normalement? Ça va? Oui. Oui. Ouais, c'est OK. Donc, c'est pas, vous ne découvrez pas des choses là. Hein. En fait, dès que vous découvrez des choses, vous m'interrompez, hein, parce que si je continue à parler alors qu'il y a une notion qui n'est pas claire dans votre tête, bah là, ça ne marche plus du tout. Hein. Alors, lui, je ne l'ai pas nommé, c'est un référentiel galiléen. Et il est fixe. Alors, cette patate-là, on va aussi regarder plusieurs, mais on reviendra là-dessus, mais on va la regarder en fait à plusieurs moments. C'est-à-dire qu'on va la regarder dans un état initial, et puis on va la regarder également dans un état final. Ce qu'on appelle l'état final en mécanique des solides déformables, bah, c'est l'état déformé, justement. OK. Cette patate, on va très souvent la découper à l'intérieur avec ce qu'on appelle un VER. Donc le VER qui est là, c'est un petit élément de volume. Hein. VER, ça veut dire volume élémentaire de référence. Monsieur, le centre du référentiel galiléen, du coup, on le superpose à G? Non, il est en haut, il est là. Ok, d'accord. Mais il nous sert simplement pour définir le vecteur grand X, qui est la position du point G. D'accord. Donc ce grand X, en fait, il peut dépendre du temps, par exemple, et à ce moment-là, ben, G va pouvoir se balader dans le repère galiléen. C'est bon? Oui, c'est bon, merci.
Alors, ce VER, le volume élémentaire de référence, c'est quelque chose qui n'est pas facile à définir en mécanique des milieux continus. Donc, il va faire l'objet carrément d'une partie complètement à part. Et je vais essayer de tenter de vous définir ce que c'est. Déjà, c'est un volume, ça c'est clair. Ce VER, en général, moi dans mon cours, je vais souvent l'appeler D. D, et bien sûr, la surface du VER va s'appeler D rond D. Donc ce VER ici, on va l'appeler D. Et sa surface qui est là, voilà, ça c'est D rond D. Donc, on va regarder ce qui se passe dans une partie de notre solide. Après, éventuellement, on regardera dans ce qui se passe dans tout le solide, hein, bien sûr. Donc, ici, il faut que j'arrive à définir ce que c'est qu'un milieu continu. Puisque ici, la matière que vous êtes en train de subir, là, c'est ce qu'on appelle la mécanique des milieux continus. Donc, du coup, ce milieu continu, ce n'est pas si simple à définir que ça. À votre avis, qu'est-ce que c'est qu'un milieu continu? C'est pas une surface dans l'objet qui, sous une contrainte, reste la même. Elle se déforme pas. Enfin, par exemple, si on avait un tube, ce serait la section du tube, vu que. Bah non, 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 j'ai rien dit. Non, non, mais c'est bien d'essayer de. Mais non, parce que Première idée, c'est pas mal, je trouve. du coup, cette surface, elle va quand même bouger, même si, enfin, quand on tire un tube sur ses extrémités, la surface va se réduire. Et donc, c'est pas une surface indéformable pendant la contraction ou la traction. Ça va pas être vraiment ça. Voilà. Ça va pas être vraiment ça. Je vais redessiner ma patate, là, hein, oméga, là. Et puis, je vais dessiner. Alors, faites attention, hein, c'est des volumes hein, que je dessine. Hein. Là, vous ne le voyez qu'en 2D, mais c'est des volumes. Hein. Donc, par exemple, je vais dessiner ici un volume élémentaire de référence, là. Ce volume, en fait, il va avoir, par exemple, une masse. C'est un exemple, hein, M3 et un volume M3. Je vais en faire un ici, là. Je vais le faire encore en pointillé, parce que sinon, c'est un peu bizarre. Allez-y, on continue à parler pendant que je fais mes petits dessins. Là, je vous en présente plusieurs. Là. Est-ce que c'est comme la notion de continuité en maths? C'est-à-dire qu'une fonction continue, on peut la dériver, et un milieu continu, c'est ce qui nous permet d'avoir les ronds oméga, ronds VER, non? Si, c'est vrai qu'il y a un lien, en fait. Il y a un lien, tout à fait. Mais ce n'est pas tout à fait la même définition. Ici, c'est une définition beaucoup plus physique. Monsieur? C'est un rapport avec le fait qu'il n'y ait pas de discontinuité au niveau des VER? caractéristiques de déformation ou d'effort ou de contrainte? Oui, ça a un lien, effectivement. Il faut, c'est un peu dans le titre hein, de milieu continu, il faut éviter d'avoir des discontinuités, tout à fait. Ouais. Ouais. Monsieur, Alors, est-ce que c'est oui. lorsque les propriétés physiques, elles varient, elles changent de façon continue d'un point à un autre? C'est presque ça, oui. C'est presque ça. Effectivement, c'est pour ça que j'ai mis ici des propriétés physiques comme la masse et le volume. Hein. J'aurais pu mettre autre chose. Hein. Voilà. Bon, ici, j'ai mis la masse et le volume. Et effectivement, on va regarder en fait comment ça varie. Donc ici, par exemple, on va regarder la masse volumique tant qu'à faire, puisqu'on a les. Donc ça, c'est une propriété physique. Et vous voyez, on pourrait très bien s'amuser à tracer ici, en fonction de la masse volumique, M sur V, on pourrait très bien placer nos différents VER. Donc, notre volume élémentaire 1, il serait là, le V2, il serait là, le V3, il serait là, par exemple. OK. Et puis, ici, tout loin là-bas, on aurait, alors mon échelle est un peu discontinue, on aurait V oméga là. Donc, ce que j'ai appelé, ça c'est le volume oméga en fait. OK. Et effectivement, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est comment varie cette propriété-là pour chaque VER. Donc, typiquement, ici, on va être plutôt par là. Vous voyez? C'est des exemples. Hein. Là, on va être par là. Là, on va être par là. Et ici, on va être par là. Et puis, peut-être qu'encore plus bas que V1, là, on serait carrément ici. C'est-à-dire que pour un volume de plus en plus petit, alors bien sûr, il ne sera pas nul, hein, mais
et ben à ce moment-là, on pourrait carrément être ici au niveau de la densité. Et vous voyez qu'en réalité, ben, suivant l'endroit où je me place, ben, je n'ai pas du tout les mêmes valeurs en fait, de densité, par exemple ici, ou de masse volumique. Donc, du coup, qu'est-ce qu'un VER? Eh bien, un VER ici, ça va être une mesure physique, comme ce que vient de dire la demoiselle juste avant, qui fait apparaître aucune variation à son échelle. C'est-à-dire que si on va au-delà de cette échelle, il n'y a plus de variation. Donc si on regarde bien là, le point qui nous intéresse, il est ici. Parce qu'au-delà de cette échelle, eh bien, on n'a quasiment plus de variation de notre masse volumique. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tout ce qui est au-delà de V2, là, peut être considéré comme un VER. En ce qui concerne cette propriété-là. Par contre, tout ce qui est en dessous, ça ne peut pas. Ça Alors, veut ça, dire que oui, vas-y. un VER, on peut le prendre à une échelle entre guillemets minimum, et après on peut le prendre à une échelle maximum si on veut, mais c'est pas entre guillemets utile, c'est ça? Bah, c'est-à-dire que si on le prend ici, de ce côté-là, en fait, on est sur des non-continuités. Notre Mhm. matériau est non continu. Donc, ça ne respecte plus l'hypothèse des milieux continus. Si on est à droite, on va pouvoir respecter l'hypothèse des milieux continus. Et ça c'est en statique. Ça veut dire c'est juste pour voir si la matière est la même de C'est un instant caractéristique. donné, tout à fait. Il ne faut pas oublier Ok, que tout ce que je vous ai mis là, M1, V1, ça peut aussi dépendre du temps. ok. Donc oui, tu as raison, c'est un instant donné en fait. Tout à fait. Donc cette notion-là n'est pas facile à appréhender. Monsieur, Oui. moi je comprends pas pourquoi en dessous d'un certain volume, la masse volumique, elle varierait. Ah, bon, ça c'est très facile. Imagine une éponge. Tu as un solide, c'est Ouais. une éponge. Bah, il y a un certain volume qui va faire que tu vas tomber dans un trou de l'éponge. Et là, ta masse volumique, elle est nulle. Ah, ok. Donc, tu vois, tu peux très bien avoir ce genre de configuration-là. Quand tu as des matériaux, de toute façon, quand tu descends dans les échelles d'observation des matériaux, il y a un moment donné, tu vas tomber sur des dislocations, tu vas tomber sur des amas, et puis à la fin, tu vas tomber sur des atomes qui sont disjoints. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de notion de continuité en réalité, hein. Cette notion de continuité est très, très artificielle. Ça dépend de l'échelle à laquelle on est en train d'observer. Donc ça, la réponse là, c'est que c'est quoi? Ben, la réponse, c'est que ça dépend de l'échelle d'observation. C'est ce qui fait un petit peu la difficulté au départ de la mécanique des milieux continus, parce qu'on est dépendant d'une échelle d'observation. Et ça se comprend assez bien, donc par exemple avec l'image de l'éponge, hein, effectivement, vous voyez qu'il faudra que vous englobiez quand même un certain volume, type V2, hein, voilà, pour qu'effectivement, vous puissiez considérer typiquement que la densité est la même partout dans l'éponge. Alors, si Ok. on reprend donc la définition, ben, le VER, c'est un volume au-delà duquel eh bien, une mesure physique, pour reprendre ce qu'a dit tout à l'heure la demoiselle, une mesure physique ne fait apparaître aucune variation à son échelle. Donc le VER, c'est un point, ils n'ont pas Non, c'est un une volume, c'est marqué un volume. Oui, oui, mais je veux dire, c'est pas, je veux dire, c'est un volume à partir duquel on change, on n'a plus de modification, de variation, ou alors Oui. c'est un écart entre, je sais pas, V2 et V oméga. Non, non, c'est le volume. Ok, Ici, là, mon premier VER que je pourrais prendre, il est là. ok, d'accord. C'est pour ça que je disais un point, ça veut dire c'est V2, et après, au-dessus, Ah on est oui, bien. d'accord, c'est le point V2 de la courbe. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est un volume, hein. C'est pour ça que le Ok, VER, c'est vraiment un volume. Alors, dans les paramètres physiques, hein, vous pourriez en avoir d'autres, hein. Vous pouvez avoir, je sais pas, des paramètres, par exemple, comme la conductivité thermique, le module de Young, si pour les gens qui savent ce que c'est qu'un module de Young, mais la plupart, vous le savez parce que vous l'avez vu aussi en homogénéisation.
Donc, en fait, tout ça, c'est tout à fait, ça rentre dans les catégories de paramètres physiques. Et il faut que ces paramètres physiques soient identiques à l'échelle où vous êtes en train de regarder votre VER. Est-ce que cette notion-là vous va bien? Très bien. Monsieur, est-ce qu'il y a relation avec les isotropes ou les anisotropes? On parle des milieux continus, ou ça n'a rien à voir? Alors, il y a une petite, un petit lien, oui, oui, tout à fait, c'est une très bonne question, parce que ton petit volume, là, D, il peut très bien avoir des propriétés isotropes. Donc ça veut dire que les propriétés vont être identiques dans toutes les directions de ton petit volume D, ou pas. Donc oui, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, il faut faire attention, c'est que les fameux axes d'orthotropie ou d'anisotropie que j'ai dessinés ici, ils peuvent varier avec le VER d'à côté. À ce moment-là, eh bien, tu seras obligé de considérer effectivement un VER plus petit que ce que tu avais voulu considérer avant. C'est-à-dire, par exemple, tu ne pourras pas considérer V oméga complètement. Le VER maximal, c'est uniquement si, par exemple, tu pourrais avoir un matériau anisotrope, mais il faudrait que tout oméga, l'intégralité de oméga, ici, soit avec les mêmes axes d'orthotropie, par exemple. Tout oméga. À ce moment-là, que tu considères le petit d qui est là ou celui qui est là, bah, tu vois bien qu'effectivement, ça n'a pas de différence, donc tu peux considérer le VER comme étant oméga. Ça peut, en fait, la partie isotropie ou anisotropie peut être une mesure physique. Tout à fait. Ok, merci. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie VER? Tout va bien? Ouais, moi j'ai une question. Oui. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Le VER, c'est un élément de référence, mais du coup, oméga aussi, on le choisit comme on veut, en fait. Parce que là, vous Ah avez non, dit, non, non, oméga, tu ne le choisis pas comme tu veux, c'est ta patate. mais C'est celui que tu es en train d'étudier, oméga. ah, donc c'est tout le solide, l'entièreté du solide. On est d'accord. Oméga, oui. Par contre, ce que j'ai appelé, tu vois, les petits, je les ai appelés D comme ça, là, ce D-là, là, voilà. Ça, Mhm. c'est des éléments qui sont là, tu vois, ça c'est un des D, ça c'est un des D. Voilà, ça, ce sont des sous-domaines, en fait. Et les sous-domaines, Ouais, ouais. effectivement, c'est eux que tu vas considérer. Alors, vous avez D'accord. déjà vu cette Mais du notion-là parce coup, que... Oui, vas-y, vas-y. excusez-moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi V oméga peut être, ça, V oméga pourrait être un VER si jamais on est sur une mesure physique particulière qui ne varie jamais, en fait. Eh bien, allez, je te montre un exemple. Ok. On va faire ça très simple. On va prendre une poutre en flexion. Hop, avec un petit effort comme ça. Ça va? Vous voyez bien tous le problème, elle est encastrée à gauche et un petit effort Oui. pour appuyer dessus pour qu'elle se fléchisse. Alors, cette poutre-là, imaginons que je veuille prendre oméga comme VER. Donc, oméga, ici, c'est toute la poutre. Hein. Alors, je mets un point d'interrogation. Est-ce que c'est possible? Regardons les propriétés du matériau. Le module de Young, on va considérer qu'il est le même partout. C'est E. Coefficient de Poisson, le même. La densité, la même partout. Vous pourriez vous dire, bah, tiens, ouais, là, je peux peut-être prendre oméga comme un VER. Est-ce que, à votre avis, vous pouvez? Bah non, parce que la position, elle va varier. Laquelle de position? La position selon Y, enfin, selon l'axe F, l'axe de la force. L'axe Mais la d'application. position de quoi? Je n'ai pas compris. La position de la fibre neutre, par exemple, juste la position. Alors, attention, là, effectivement, il va y avoir des choses qui vont se passer, mais c'est pas vraiment. Je ne vais pas regarder les problèmes géométriques là. Ah, bah dans ce cas-là, peut-être. Alors, c'est difficile, hein. Normalement, vous ne pouvez pas répondre à ce stade-là du cours. Moi, je vous donne la réponse, c'est que c'est non.
Alors maintenant, je peux vous donner pourquoi c'est non. Eh bien, parce qu'en fait, il y a un paramètre qui est la densité d'énergie de déformation, qui est très élevé ici, et qui est quasiment nul ici. Puis entre les deux, ben, vous avez tout le panel. Vous voyez? Donc du coup, ben, vous ne pouvez pas prendre oméga comme un VER. Conclusion, vous allez être obligé de prendre comme VER quelque chose où vous allez considérer que cette densité d'énergie de déformation est constante. Et en général, ce qu'on fait, on découpe notre poutre en petits morceaux qu'on appelle des éléments qui vont servir éventuellement de base pour une résolution numérique, c'est ce qu'on appelle les éléments finis. Et ce truc-là, là, ça va pouvoir être considéré comme un VER parce qu'on va faire l'hypothèse que dans ce volume-là, la densité d'énergie de déformation est la même. Donc vous voyez, là, on est typiquement dans un cas où on a un solide qui paraît, on va dire, très très bien, c'est-à-dire homogène, isotrope, etc. Mais à cause de la sollicitation particulière, eh bien, en réalité, on va être obligé de considérer un VER qui n'est pas oméga, mais qui est bien plus petit que oméga. Je vous fais une autre démonstration. On va prendre exactement le même solide, la même poutre, mais cette fois-ci, on va faire de la traction dessus. Même question. La question, c'est est-ce que je peux prendre oméga comme un VER? Je dirais oui, parce qu'il n'y a pas de bras de levier. C'est encore une fois pas une question de bras de levier, mais Ouais. c'est Boris qui parle? Non, c'est qui? C'est C'est Anatole? bon, c'est bon. C'est bon, non, c'est Boris, c'est Boris. Ok. Donc, en fait, Boris, tu as fait un UTGMP, c'est ça? SGM, mais oui. SGM? Bon, bah, c'est bon, tu as des très bons souvenirs, c'est parfait. Non, c'est pas à cause du bras de levier, encore une fois. C'est à cause de la. Toujours pareil, hein, en fait, c'est la densité d'énergie. Il se trouve D'accord. que ici, la densité d'énergie de déformation dans cette traction, elle est homogène, elle est constante partout. Donc là, pour le coup, tout sera identique. C'est-à-dire les paramètres matériaux, la densité d'énergie de déformation, tout sera identique. Donc, je peux prendre oméga comme mon VER. Voilà pourquoi, en fait, cette traction est très appréciée en mécanique des solides déformables. C'est parce que il a, en fait, une densité de déformation homogène partout. Si tu as dit que tu as fait SGM, c'est ça? Mais tu étais en homogénéisation ou pas, Boris, je ne me souviens plus. Non. Eh bien, je pense que Je t'ai les pas gens répondu. qui sont en homogénéisation doivent tout à fait comprendre de quoi je suis en train de parler parce qu'ils l'ont vécu, ça, ils l'ont mesuré même. Confirmez-moi ce que je suis en train de dire là. Les gens qui ont fait l'homogénéisation. Oui, monsieur. Je suis un peu pour moi. Voilà. Bon, attention, hein, pour les autres, ça peut paraître encore un peu flou parce que là, j'ai dit des gros mots. Hein. J'ai parlé de densité d'énergie de déformation. Pour l'instant, c'est un concept qui est relativement flou et c'est normal. Hein. Attention, hein, je ne considère pas que vous savez ce que c'est. Hein. OK? Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à m'interrompre quand il y a des concepts comme ça qui vous semblent très flous. Donc, je vais le mettre. Hein. Ça, c'est ce que j'ai représenté ici avec les couleurs. C'est la densité d'énergie de déformation. On y reviendra, entre guillemets, à une définition ou... Ah oui, bien sûr. Oui, ok, d'accord. C'est même l'objet principal du cours. Hein. C'est carrément l'objet principal du cours. C'est encore plus important que les contraintes, que les déformations. C'est cette notion de densité d'énergie de déformation. En fait, tout le cours repose là-dessus. Donc, ce qui va nous aider en fait dans le cours, je peux faire un petit teaser là avant, c'est si on parle d'énergie, c'est que quelque part, on va être obligé de parler du premier principe de la thermodynamique. Donc, tout repose en fait sur le premier principe de la thermodynamique et sur la densité d'énergie de déformation. Donc oui, bien sûr, on va beaucoup y revenir. Allez, on continue. Est-ce que le rythme vous va là? Ouais, ça va. Bien. N'hésitez pas, hein, s'il y a des gens qui trouvent que ça va trop vite ou que c'est mal expliqué, vous me le dites. Hein, on est entre nous, il n'y a aucun souci. Hein. Ok. Allez, on voit une autre partie. On va regarder un petit peu les hypothèses dites fondamentales en fait qu'on va utiliser.
Monsieur, j'ai une question juste avant que vous changez Vas-y, de vas-y. sujet. Dans votre premier exemple, du coup, l'émaillage va nous permettre de considérer l'objet comme un VR ou pas du Alors, tout? non, en fait, c'est ce que j'ai mis là, tu vois. L'objet qui va être considéré comme un VER, c'est ce petit élément-là. C'est lui. Et donc, Là, on parle d'émaillage quand on découpe comme ça? Ouais. oui, bah là, ça ressemble à un maillage. Ça ressemble effectivement à un maillage. Mais c'est pas une obligation. Regarde, je t'en fais un autre juste à côté, hein, histoire que tu vois mieux. Tu vois, par exemple, je pourrais très bien dire, voilà, ça c'est mon VER, ça c'est mon VER, ça c'en est un autre, etc. Tu vois, D'accord, je pourrais les empiler comme ça, voilà, mes petits volumes élémentaires. d'accord, merci. Il se trouve que les VER que j'ai dessinés dans le premier exemple, ça fait beaucoup penser à un maillage élément fini, hein. Et tu as tout à fait raison, hein, ça ressemble à un maillage. Mais sauf que le maillage élément fini, c'est pas forcément dans l'idée de faire un VER, si ce n'est que ça a quand même une relation en réalité. Et la relation, elle est avec la continuité mathématique qui a été évoquée tout à l'heure. En fait, la méthode des éléments finis, c'est une méthode pour résoudre des équations différentielles. Et il se trouve que pour pouvoir résoudre des équations différentielles, il faut qu'on regarde des fonctions qu'on va rendre continues et on va les rendre continues sur le VER. Voilà, très exactement. Mais encore une fois, si je n'avais pas parlé de la méthode des éléments finis, cette bestiole-là, là, ça aurait très bien pu être un VER. Ça répond à ta question? Oui, merci. Allez, on va sur les hypothèses fondamentales. La première hypothèse qui peut paraître un peu bête, hein, mais elle est vraiment fondamentale, c'est le principe d'exclusion. Quelqu'un connaît ce principe? Non. Ça me dit rien. Ça vous dit rien? Alors, Non, pas sous ce nom. vous prenez deux points distincts de notre patate. Le point qui est ici, le A et le point B. Ils sont dans l'état non déformé ici. La patate est non déformée, hein. Donc ça, c'est toujours oméga. Et donc, on a deux points A et B. Ils sont voisins. Deux points distincts voisins. Eh bien, même après transformation, ils vont toujours occuper des points distincts dans l'espace. Donc, je déforme ma patate. Hop. Eh bien, A et B seront toujours voisins. OK? Et par exemple, ça, c'est tout à fait possible d'avoir ce genre de configuration. Pardon, de configuration-là. Par contre, une configuration qui ferait ça, c'est impossible. C'est-à-dire que j'ai plus qu'un seul point pour A et B. J'ai mes deux points confondus. Donc, deux points distincts voisins occupent toujours des positions distinctes dans l'espace. Monsieur, Oui? quand vous dites voisin, ça veut dire, ça veut dire quoi en fait? Par rapport au fait qu'ils soient, enfin, s'ils n'étaient pas voisins, ils seraient où dans l'espace? Bah, il peut être disjoint complètement, pas voisin. Par exemple, tu vois, je peux avoir un point C ici, il n'est pas du tout voisin de A ou de B. Oh, mais la notion de voisinage sur le volume, c'est, c'est comment qu'on la définit en fait? Alors, on l'a défini mathématiquement. Tu te souviens que ici, là, j'avais un point O et que je repérais ici avec un vecteur que je vais appeler ici XA pour ne pas le confondre. Et ici, j'ai un vecteur XB. Ouais. D'accord? Donc, très bonne question, hein. Un voisin, c'est quoi? Eh bien, il faut que XB moins XA soit très petit. Alors maintenant, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire très petit? Eh bien, c'est très petit au sens mathématique. C'est-à-dire que, en général, cette différence entre les deux vecteurs, on va la nommer dx, comme ça. Et il faut que dx, c'est un vecteur, donc du coup, je suis obligé de prendre sa norme. La norme de dx doit être très très petite devant, par exemple, la norme de xa ou de xb. Ça va? Ouais, c'est bon. Voilà, donc c'est un voisinage en fait au sens mathématique du terme.
C'est-à-dire que quand on va vouloir calculer, par exemple, des dérivées directionnelles, c'est-à-dire qu'on veut calculer la dérivée directionnelle d'une quantité entre A et B, eh bien, on va utiliser dx. Il faut que dx soit très petit par rapport au vecteur position. Sinon, effectivement, ça n'a pas de sens. OK. Ensuite, ça, c'était le principe d'exclusion. Alors, il faut savoir que ce principe d'exclusion, il est tellement fort en mécanique qu'il a un petit nom, hein, qui s'appelle le principe d'exclusion de Pauli. Sauf que M. Pauli, en fait, l'a présenté ce principe pour la mécanique quantique. C'est-à-dire que même au niveau quantique, deux particules ne peuvent pas occuper la même position. C'est impossible. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pas que pour la mécanique des milieux continus, hein. C'est valable aussi pour la mécanique générale, hein, ce principe d'exclusion. Vous ne l'avez peut-être pas vu explicitement, mais il est valable aussi. Mais il est valable jusqu'à des niveaux très très faibles, puisqu'il est valable même en mécanique quantique. Ensuite, il y a le principe de continuité. Alors, le principe de continuité, là, effectivement, ça veut dire qu'effectivement, on va reprendre le principe d'exclusion, mais sauf que on va le définir un petit peu différemment. On a deux points du solide voisin, donc ils sont voisins, à t égale t0, eh bien, ils vont rester voisins à t0 plus dt, à un petit incrément de temps. Vous voyez, là, on reprend l'histoire des voisins, mais ce n'est pas vraiment le principe d'exclusion, c'est qu'on va dire que les voisins ne vont pas pouvoir s'éloigner énormément entre eux. Si on a ça, on n'a plus de continuité. Je vous donne un exemple très simple. Je prends une éprouvette comme ça, je tire dessus. J'ai deux points ici qui sont voisins. Premier cas, mon éprouvette s'allonge. Les deux points vont se retrouver là. Ils sont toujours voisins. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, mon principe de continuité est respecté. Si par contre, mon éprouvette se casse en deux et que j'ai ça, ils ne sont plus voisins. Donc, je n'ai plus continuité de la matière. Conclusion, on ne va pas pouvoir, dans cette matière, regarder des solides qui explosent. C'est impossible. Parce que qui dit solide qui explose dit, en fait, création de multiples solides et on ne respectera pas, du coup, le principe de continuité. Alors ça se traduit mathématiquement. Oui, vas-y. Monsieur, le principe de continuité, il revient juste à parler de la continuité du solide et qu'il n'y ait pas plusieurs solides qui se forment au cours de l'expérience. Alors, c'est pas le sens de la continuité du solide, il est plus fort que ça encore, c'est également la continuité des paramètres physiques. OK. Et là, entre autres, eh bien, ici, ce qui va se passer, c'est que tu vois ce point qui est là, 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 eh bien, il va être, si tu cherches en fait, par exemple, son déplacement, on va regarder son déplacement de ce point-là au cours du temps. Donc, on va prendre ce point-là, je vais le nommer, pour qu'il soit bien identifié, on va l'appeler le point C. Alors là, il est en C' et C secondes, parce qu'il s'est divisé en deux, et au début, il était là. Il était ici, là, en C. D'accord? Donc là, je vais tracer, par exemple, le déplacement du point C, ici. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Mon déplacement, bon, par exemple, à t égale 0, il va être nul. Bon, mon solide va bouger, il va faire ça. Et puis après, ce point-là, en fait, il va se diviser en deux. Donc, il y a un bout qui va peut-être avoir un déplacement qui va être nul, et puis l'autre bout qui va continuer un déplacement. Là, j'ai une discontinuité ici. C'est le moment où, en fait, j'ai une séparation. Donc, la discontinuité de UC fait que j'ai, en fait, effectivement, rompu mon principe de continuité, donc je ne suis plus dans le cas de la mécanique des milieux continus. OK. Ça va? Oui. Ça se traduit mathématiquement, en fait, cette continuité, hein. Donc, alors moi j'aime bien en fait associer aux formules et ce que je montre, j'aime bien associer des dessins. Donc je vais prendre un petit peu de temps pour faire des dessins.
Donc là, je reprends ma patate. Donc ça, c'est ma patate à t égale 0. Hein. T égale T0, pardon. Donc c'est au temps initial. Et j'ai 2 points voisins. Là, je les ai appelés ici dans mon schéma M1, M2. Pour dire que ça, c'est oméga à l'instant 0, en général, on met un petit 0 devant oméga. C'est simplement pour dire, bah voilà, c'est ma patate à l'instant 0. Et puis, ma patate va passer ici. Elle peut grossir, elle peut se déplacer, peu importe. Hein. Alors, si j'avais un petit domaine ici, ben, lui, je l'aurais appelé D0, à titre d'exemple. Hein. Et ici, ben, je vais avoir en fait mon point M1. Alors, si je voulais être vraiment très cohérent, je mettrais un M1, 0 et un M2, 0 ici. Hein. Mon point M1, 0, il va passer ici, par exemple, en M1. Mon sous-domaine D, ben, il va être ici. Et ça, c'est oméga, qui est ma patate, donc à l'instant T égale T0 plus dt. Alors le dt ici veut dire qu'on fait un tout petit incrément de temps, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas beaucoup déplacé dans le temps, de façon à ce que tout n'ait pas trop bougé, en fait, hein, parce que sinon ça devient un peu compliqué. Et là, on a notre point M2. Donc ce qui va se passer, c'est que ici, mon point M2 va avoir une trajectoire au cours du temps, et il va venir se mettre là. Et mon point M1, il va avoir une trajectoire qui n'est pas forcément parallèle à l'autre, hein, et qui va venir ici au cours du temps. Donc ça, c'est M1 pardon, et M2. Donc, ça, imagine bien, en fait, mes deux voisins, qui vont rester quand même voisins donc après la transformation, et surtout, il ne va pas y avoir de discontinuité entre les deux. Mon solide n'a pas obligation d'exploser hein, entre les deux. Il pourrait simplement, par exemple, se créer une fissure. À ce moment-là, je ne suis plus en mécanique des milieux continus. Il faut faire appel à une autre mécanique. Mais du coup, en fait, on trace un vecteur entre les 2 points et on regarde ce qu'il y a sur cette trajectoire. Ben, ça peut être ça, oui. Oui, okay. Tout à fait. Ça peut être ça. Donc ça, c'est une fissure. Hein. À ce moment-là, là, j'ai plus de continuité de ma matière. Alors, tout ça, ça se traduit en termes mathématiques. Le terme mathématique de la continuité, c'est que quel que soit le sous-domaine D de oméga, eh ben, pour une fonction scalaire que je vais noter grand F, alors cette fonction scalaire, vous voyez tout à l'heure, c'était par exemple C. D'accord ? Donc, cette fonction scalaire grand F, elle dépend de la position de mon point. Donc, elle dépend de X. Excusez-moi, j'arrive pas à vous relire. La possible. dernière phrase que vous avez écrite, c'est quel que soit d de oméga pour une... Pour une fonction scalaire grand F qui dépend de la position grand X. Ok, merci. Mais ouais, n'hésite pas, il faut que j'écrive mieux. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça dépend du point M, en fait. Hein. Eh bien, ce que vous allez avoir, c'est que l'intégrale triple sur le volume D de cette fonction grand F de M, la position du point, si cette intégrale, elle vaut 0, quel que soit D, eh bien, ça va automatiquement entraîner que F de M égale à 0. Quel que soit M élément de oméga. Donc, si vous regardez bien là-dedans, dans cette définition, il y a caché quelque part le fait que votre fonction doit être dérivable. Sauf qu'on l'écrit en fait sous la forme inverse, c'est-à-dire qu'on dit que l'intégrale de f de m dv, eh bien, va forcément, si cette intégrale est nulle, forcément, ça veut dire qu'on va considérer f de m égale à 0. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très, très important pour la suite. Parce que si on n'avait pas cette relation-là, eh bien, on ne pourrait pas écrire les équations qui vont nous être utiles par la suite. Pour l'instant, mettez-la dans un petit coin de votre tête, en fait, cette relation. C'est simplement pour vous montrer qu'on va s'en servir à un moment donné, et vous allez voir que c'est là que la continuité du matériau va nous intéresser, enfin de oméga va nous intéresser, sinon on ne pourrait pas résoudre notre problème. Monsieur? Oui?
Qu'est-ce que ça implique que la fonction f est nulle par rapport à la position x bar? Rien de particulier. Là, c'est vraiment juste la relation entre la nullité de f et la nullité de l'intégrale de f sur le volume. Oui, ce passage est possible parce qu'on a continuité de D, c'est ça? Enfin, On a continuité de f, ouais. ouais, d'accord. Tout Enfin, à oui, fait. de F sur le domaine, enfin sur D, quoi. Ouais. Sur D, tout à fait. Et donc, si Merci. par exemple, vous aviez fait ce travail-là sur le petit exemple vert qui est en haut, là, celui-là, Mhm. eh bien, effectivement, vous auriez trouvé que là, si vous calculez l'intégrale de la quantité, par exemple UC, bah, vous allez trouver qu'effectivement, ce n'est pas parce que c'est nul sur le domaine que vous avez forcément f de m qui est égal à 0, c'est-à-dire UC égal à 0. Vous pourriez très bien avoir, par exemple, un UC qui devient négatif pour le point qui s'est séparé et positif sur l'autre point de séparation. Vous faites la somme des deux sur le domaine, bah, vous allez trouver 0, alors qu'en fait, f de m n'est pas égal à 0. Donc en fait, c'est pas une équivalence. Non, ce n'est pas une équivalence. Ça va que dans un sens, la flèche. Ok. Très bonne remarque. Ok, il faut qu'on garde un petit peu de temps pour l'interro. Et donc, la prochaine fois, je vous ferai en fait les rappels de thermodynamique. Donc, pour la prochaine fois, on verra ça. Donc, si vous voulez vous avancer un tout petit peu, vous pouvez, par exemple, vous rappeler ce que c'est que l'énergie. Qu'est-ce que c'est que le principe de conservation d'énergie? Donc ça, c'est le premier principe. Donc vous pouvez, si vous avez déjà vu ces choses-là dans vos cours, eh bien, allez revoir ça. Avant de continuer, donc, ça vous permettra d'aller un peu plus vite dans la compréhension. Principe de la conservation d'énergie. Bah déjà, ça serait déjà pas mal, hein. Que vous regardiez ce que c'est que l'énergie, qu'est-ce que c'est que le premier principe, qu'est-ce que c'est le principe de la conservation d'énergie. Pourquoi pas aussi regarder ce que c'est que le second principe, ce qu'on appelle le second principe de la thermodynamique. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Ok, on s'arrête là pour aujourd'hui et vous allez sur Moodle, s'il vous plaît. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement. Ah, monsieur?